Merci Ada. Sur la féminisation de la profession, j'ai vu qu'un inscrit, un participant était de l'INA, était un homme, et je me demandais si c'était un documentaliste. Oui, bonjour. Oui, c'est vous, Robert Deblot, hein, c'est ça? Oui, c'est moi. Voilà. Moi. Donc je dis, voilà, puisqu'on parle de féminisation je me demandais si vous étiez aussi un documentaliste audiovisuel et si vous aviez cette vision des choses. Alors exact, j'ai écouté avec attention le rapport de Mademoiselle Tible et effectivement, moi je suis à l'INA depuis 2005 dans un milieu documentaire qui compte encore à peu près 100 à 150 personnes, dont la majorité étaient des femmes. Et jusqu'à ce que, à peu près à l'époque où je suis arrivé, la masculinisation commence de se faire dans ces deux grands services qui ont été décrits. Voilà. Mais effectivement, oui, tout ça est vrai. Il y avait une grande majorité de femmes parmi les documentalistes. Le recrutement s'est équilibré un peu plus tard, à partir du milieu des années 2000, je dirais. Voilà. Et aujourd'hui, dans les recrutements, pour les personnes qui viennent en CDD, c'est à peu près, ça reste quand même à peu près 2 tiers, 1 tiers, je crois, 2 tiers de femmes pour 1 tiers d'hommes, grosso modo. Voilà. Autre question, je vais éviter de trop poser de questions pour éviter l'effet boutique, hein, puisque je forme des documentalistes audiovisuels, donc forcément j'ai envie de parler boutique. Mais je me demandais si le travail que vous avez effectué, Anna, semble très centré sur l'INA. Je ne sais pas, les personnes que vous avez interrogées, il y a quand même la RAI, hein, mais quelle proportion de personnes de l'INA? Alors c'est vrai que c'est là que la profession s'est formée, s'est créée, mais quelle est la part dans le sentiment identitaire, je dirais, hein, le sentiment de faire communauté? Quel est, selon vous, le poids de la communauté de savoir-faire, des compétences communes, hein, du savoir traiter du document audiovisuel, de savoir lire un document audiovisuel, de savoir le traiter, etc. Et la part simplement de culture d'entreprise, hein, du fait d'appartenir à l'INA, à certains services de l'INA, qui semble aussi peser lourd dans l'ensemble, à votre avis? Est-ce que vous avez pu sous-peser pour l'ensemble de la population des documentalistes? Au sein de l'INA, c'est très clair. En effet, il y a une culture d'entreprise qui est quand même très forte et un attachement à l'institution que je trouve quand même qui est relativement visible. Mais on a aussi, en fonction des différents services d'archives au sein de l'INA, une pluralité d'identités qui s'est développée depuis les années 90 avec la création du dépôt légal. Et finalement, en fait, au sein de l'INA, on se retrouve un peu avec deux sous-cultures de documentalistes. D'un côté, les documentalistes du dépôt légal qui travaillent plus pour une patrimonialisation des archives. Et de l'autre côté, c'est un peu caricatural, hein, mais je fais vite. Et de l'autre côté, des documentalistes qui travaillent pour les archives professionnelles et qui vont plus participer en fait à la commercialisation des archives et à leur valorisation dans des créations audiovisuelles et médiatiques. Donc on a un peu deux sous-identités au sein de l'INA. Et ce que je trouve assez clair, c'est que finalement, de mon point de vue et des ressources orales que j'ai pu recueillir, il y a relativement peu de communication entre les documentalistes intermittentes et intermittents et les documentalistes de l'INA. En fait, c'est un peu comme s'ils travaillaient chacun dans deux milieux c'est peu perméable en fait. Et c'est notamment visible parce qu'il y a une association qui le portail, je sais plus, j'ai oublié ce que signifie exactement l'acronyme, mais en gros, c'est pour les professionnels des archives audiovisuelles françaises. Et au sein de ce PIAF, on a clairement, même s'il y a des discussions évidemment et des rencontres entre les intermittentes et les intermittents et les documentalistes de l'INA, on a clairement deux groupes identifiés justement, soit on travaille dans l'INA, soit on travaille à l'extérieur. On n'a pas les mêmes salaires parce que souvent en intermittence, les salaires sont relativement plus élevés, mais la précarité est aussi beaucoup plus forte. Donc on n'a pas les mêmes carrières non plus derrière, on n'a pas la même sécurité de l'emploi. Et finalement, il y a deux manières très différentes de vivre le métier. Je trouve que les intermittentes et les intermittents vont plus s'identifier comme des professionnels de l'audiovisuel, alors qu'à l'INA, on va plus pencher vers des professionnels des archives. Justement, il y a deux identités un peu
c'est pas forcément. Enfin, je trouve que c'est vraiment deux identités relativement éloignées et je trouve qu'avec la numérisation, ça s'accentue en fait cet éloignement. D'accord. Merci. Il y a deux questions. Demain se seront levées. Bérénice et Yann. Je propose Bérénice en premier et Yann en deuxième parce que j'ai pas relevé à quel moment c'est. Donc Bérénice, si vous voulez poser votre question. Merci. Je suis très frappée effectivement par tout cet aspect de connotation féminine, qu'on retrouvera aussi dans ma présentation. Et d'après vous, l'arrivée progressive des hommes, et je suis contente de voir qu'il y a un homme parmi le public, parmi les participants, d'après vous, est-ce que l'arrivée des hommes peut modifier quelque chose dans l'identité professionnelle? Alors, encore une fois, des sources orales que j'ai pu recueillir, en tout cas, ce qui est assez frappant, c'est que les hommes vont quand même plus chercher la visibilité et vont être peut-être plus proactifs pour mettre en place. J'ai un exemple en fait qui me vient là, mais parce que j'ai eu plusieurs exemples comme ça, mais pour mettre en place des projets où ils rendront leurs compétences visibles, notamment des montages à base d'archives, des choses qui vont un peu se diversifier par rapport aux tâches classiques qu'on assigne aux documentalistes audiovisuels. Donc peut-être qu'il peut y avoir une évolution vers une plus grande visibilité du métier. On voit aussi que chez les jeunes hommes, hein, c'est surtout chez les jeunes, il y a aussi une attirance plus forte vers toutes les tâches d'éditorialisation justement qui offrent une plus grande visibilité. Donc moi, j'aurais tendance à penser ça. Voilà, je ne sais pas si j'ai répondu à la question. Non, mais je vous remercie parce qu'effectivement, moi, je n'ai pas de réponse non plus par rapport au monde des bibliothèques. Donc, c'est pour ça que c'est intéressant d'avoir votre regard aujourd'hui. Yann? Oui, bonjour, merci beaucoup. Je suis désolé, la caméra ne fonctionne pas, donc je ne sais pas, il me demande de relancer la webcam. Je ne vais pas me lancer là-dedans parce que... bon, un homme sans visibilité, là. Oui. Non, merci beaucoup, c'est très intéressant. Moi, j'avais une petite question, en fait, plein de questions, et effectivement, c'est un sujet fondamental. En fait, peut-être que j'ai raté, hein, ce serait peut-être une question qui tombe à côté. Dans votre travail, comment vous élaborez en parallèle ou en continuité, d'ailleurs c'est un peu connecté avec la discussion que vous venez d'avoir, avec les autres formes de documentalistes sur d'autres supports. Bon, bien sûr la tradition bibliothécaire ou plus généralement, mais dans le domaine de l'image avec les photothèques, puisque en fait, moi j'ai vu ça au moins jusqu'aux années 70, c'est totalement pensé en même temps, puisqu'en plus les photos fixes sont très utilisées à la télévision, évidemment, et la photothèque de l'ORTF, du reste, est évidemment une des principales photothèques. Donc cette culture professionnelle, on va dire, de la documentation générale, et là je pense aux travaux, je crois, de Sylvie Fayet-Scribe, qui sont un peu la base pour ce qui est le domaine, en tout cas, du 1er 20e siècle, mais surtout prolongé à partir des années, notamment à partir des années 50, que ce soit la documentation française, puis avec la création d'Interphotothèque dans les années 50, qui est ce vaste réseau de photothèques qui a été coordonné par une personne qui est encore vivante d'ailleurs, qui est extraordinaire. Comment elle s'appelle? Ça va me revenir. Geneviève. Bref, ça va me revenir. Voilà, comment se positionnent les choses en sachant que il y a, on l'a publié là dans le premier numéro de la revue Photographica, il y a des commissions qui réfléchissent à ça au niveau ministériel sur la collaboration entre Photothèque et ce qui ne s'appelle pas encore Inatech évidemment, etc. Voilà, c'est une question un peu longue, excusez-moi, mais comme il me semblait que sur les documentalistes photos, il y avait pour le coup énormément de choses, ne serait-ce que parce que le secteur commercial à travers les agences de presse à la fin des années 60 devient très très important. Comment ça se positionne par rapport à cette culture audiovisuelle
est spécifique à l'INA, qui n'est pas une entreprise, même si c'est une culture d'entreprise, mais justement, c'est ça qui est intéressant aussi. C'est que vous dites qu'il y a une culture d'entreprise, et pourtant l'INA, a priori, n'est toujours pas une entreprise, même si elle va finir par le devenir. Mais voilà, je veux dire, c'est intéressant. Et puis, ma deuxième question, et pardon d'être trop long, c'est justement par rapport aux archives de l'ORTF, aux archives administratives de l'ORTF. Effectivement, ma collègue Geneviève Profit, qui est là, mais qui doit partir en réunion, qui s'occupe de ce fonds d'archives aux archives nationales, je me demandais si vous aviez pu, dans les services de personnel, parce que justement, ce fonds qui n'est plus conservé à l'INA depuis depuis la création de l'INA, est bourré d'archives administratives très précieuses, mais très souvent très mal aimées des spécialistes d'histoire des médias qui trouvent que ça n'a aucun intérêt, évidemment, de travailler sur les archives administratives par rapport aux archives écrites. Voilà, parce que là, finalement, justement, c'est bourré de dossiers de personnel, de choses tout à fait RH, pour pas employer un vocabulaire présentiste, et voilà. Et ça, pour le coup, il y a 1,5 km d'archives aux archives nationales qui vous attendent. Mais bon, je sais que vous êtes en train de rédiger votre thèse, donc il ne faut surtout pas dire ce genre de choses. Voilà, pardon d'avoir été trop long. Non, mais je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, la première question qui concerne les rapports avec les photothèques, moi, j'avoue que je n'ai pas beaucoup développé ce sujet parce que documentaliste audiovisuel, ça regroupait déjà énormément de choses. Mais à l'INA, déjà, il existe une photothèque qui est gérée par une documentaliste audiovisuelle et au sein de laquelle tourne une partie des documentalistes audiovisuels. Donc, qui travaillent à la photothèque de l'INA. Et alors moi j'avais plus creusé en fait, comme je suis plus sur l'aspect culture professionnelle, j'avais plus creusé sur les relations avec la profession d'iconographe et ce qui était assez évident, c'est que la profession d'iconographe finalement c'était l'identité de la profession l'identité professionnelle des iconographes, c'était aussi énormément construite quand même sur une dimension genrée. On a aussi beaucoup de femmes et beaucoup de femmes qu'on voit peu, pour revenir toujours un peu sur les mêmes thématiques, mais en fait, on peut faire pas mal de liens entre la profession d'iconographe et la profession de documentaliste audiovisuel. Je devais avoir une étude la semaine prochaine là-dessus qui est reportée, mais c'est quelque chose qui m'intéresse vraiment, les liens entre ces deux professions, documentaliste audiovisuel et iconographe, c'est quelque chose vraiment qui est très fort, je pense, et en effet, il y a énormément de similitudes, je pense, qu'on peut faire entre les deux. Oui, si je peux me permettre juste. La distinction n'existe quasi plus. Hein. On ne peut plus considérer comme deux professions différentes. Pardonnez-moi, excusez-moi, Anna. En fait, sous-entendu dans ma question, il y avait l'idée que comme le métier de documentaliste, que ce soit version technologie de l'information, premier du XXe siècle, ou photothèque, était lui aussi extrêmement féminisé. Enfin, je veux dire, c'était en fait le rapport à la fois à la culture professionnelle et au genre. Hein. Enfin, c'était pas que parce que les documentalistes photos des années 50-60, et vous voyez justement cette jeune, j'ai trop Geneviève Dieuzel qui avait créé le Tech au début des années, ou au milieu des années 50, justement, voilà, le fait que c'est une femme. Et je pense que c'est vrai, à la documentation française, hein, je pense que ça allait ensemble. Voilà, pardon, c'était juste une précision pour moi pour dire que ça participait aussi de cette féminisation de cette profession qui est d'emblée féminine. Voilà. Et qui est même une des professions de professionnalisation des femmes dans les années 20. Tout à fait. Dans l'audiovisuel, c'est assez clair aussi. Finalement, on a peu de professions féminines et c'est une des rares qui va parvenir à se professionnaliser justement au cours des années 70 à partir de la création de l'INA notamment. Merci en tout cas. Du coup, j'ai noté toutes les références. Merci beaucoup. Et concernant l'accès aux archives administratives de l'ORTF, malheureusement, j'ai essayé d'y avoir accès et en fait, il se trouve que c'était juste avant la crise sanitaire. Et il se trouve qu'il y en a un certain nombre qui sont encore en inventaire auxquels je n'ai pas pu avoir accès. Donc voilà. Alors là, ma collègue Geneviève Profit, je vois qu'elle est encore là. J'avais été en relation avec elle par mail, justement. Voilà. Ça, je pourrais vous
Voilà. Mais je sais qu'il y a un fonds énorme, mais ça a l'air vraiment. Ah bah oui, bah, c'est-à-dire en fait le fonds, pour être très clair, je pars sous son contrôle, il est arrivé au moment de la liquidation de l'ORTF à Fontainebleau à la fin des années 70, mais justement le partage qui a été fait entre ce que l'INA conservait et ce qui était mis en archive au RTF, c'était pas structuré comme un fonds d'archives en fait. Ouais. Et donc en fait ça a été, je dirais pas que c'était un vrac généralisé parce que j'aime pas ce terme, mais bon, beaucoup de personnes sur cette liste pourraient en dire mieux que moi, que ce soit Thibaut ou Édouard. Donc voilà, mais en tout cas, c'est sûr que la description de ce fonds est complexe, mais il y a quand même des masses qui sont nominatives, mais ça demanderait une approche quantitative de toute façon. Ouais. Donc, adapté à une fin de thèse, ça c'est certain. Mais voilà. Bien, l'heure avance. Je sens que Anna, après sa thèse, elle a une longue carrière de recherche diverses et variées à faire parce que on gratte la surface de quelque chose qui est assez complexe et où il y a quand même pas mal de sources. Hein. Donc, merci beaucoup, Anna. Merci à vous. Et merci, Yann, pour les questions. Et Claude, je te propose de présenter de lancer nos intervenants suivants parce que tu connais beaucoup mieux leurs travaux que moi. Et moi, je vais fermer mon micro et ouvrir grand les oreilles.